Actions, obligations, immobilier, que peut-on acheter sur les marchés quand tout est cher? Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste de Natixis. On va chercher à passer en revue les actifs qui sont, oui, qui sont très bien valorisés, ceux qui le sont un petit peu moins. C'est ça que la valorisation des marchés, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, encore que tout le monde convient aujourd'hui que la plupart des actifs sont très bien valorisés. Il n'y a plus de débat là-dessus. Oui, alors c'est un débat qui est compliqué, parce que je voudrais faire en introduction, et bien sûr après on va dire des choses assez concrètes sur les marchés, mais il y a un point un peu de rappel. Dans un monde où les taux d'intérêt sont considérablement plus bas que les taux de croissance, le concept de valeur fondamentale, comme on dit d'un actif, disparaît. Donc prenez une action normalement, ça vaut la somme actualisée des dividendes futurs. Exactement. C'est ce qu'on apprend à l'école. Et donc, voilà. Mais si le taux de croissance des dividendes, c'est-à-dire la croissance de... Vous savez comment on fait ça dans la pratique, dans toutes les sociétés de bourse possibles et imaginables, dans toutes les banques. Sur les 2 premières années, on a des prévisions de bénéfices des entreprises et après, on applique le taux de croissance de l'économie, en gros. Et donc, si le taux de croissance de l'économie est plus élevé que le taux d'intérêt, celui avec lequel on va actualiser les séquences de dividendes, vos souvenirs de maths du lycée doivent vous rappeler que quand vous actualisez des dividendes, des revenus futurs, à un taux d'intérêt qui est plus bas que la croissance de ces revenus, le résultat, c'est plus l'infini. Donc, tout vaut plus l'infini fondamentalement. Alors, ce qui veut dire en langage plus simple que normalement, on devrait tous s'endetter autant qu'il est possible pour acheter des actifs, puisque on pourra évidemment sans aucune difficulté rembourser. Voilà. Alors, donc dans ce monde-là, le problème, c'est qu'évidemment, les actifs peuvent monter très rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette force de rappel qui vient de la valeur fondamentale. Et c'est vrai pour l'immobilier. Regardez ce qui se passe sur les valeurs, les multiples d'EBITDA dans les acquisitions, dans les LBO. Enfin, ils montent. Et donc, on a passé 14 en Europe. Enfin, ça continue à monter. Donc, évidemment, c'est un environnement qui est extrêmement propice à la hausse des prix de tous les actifs. Et donc dans ce qui est hors de prix aujourd'hui, alors voilà. Dans les actifs qui sont totalement... Mais vous voyez, la question, c'est je ne sais plus faire de valorisation absolue. Alors, je vois des gens qui publient des graphiques où ils montrent le PER du S&P par rapport à sa moyenne historique sur 5 ans, sur 10 ans, sur 30 ans. Ça ne veut rien dire. Parce que le PER théorique, quand les taux d'intérêt sont aussi bas, c'est plus l'infini aussi, je veux dire. Donc, on peut plus avoir ni référence sur les fondamentaux, ni référence historique sur les prix des actifs. Donc, la seule chose qu'on peut avoir dans cet environnement... Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est ce qu'on apprend aussi. Oui, mais tant que les taux d'intérêt sont comme ça et qu'il y a de la croissance, ils vont continuer à monter. Donc, la seule chose qu'on peut faire dans cet environnement, c'est pas de se poser des questions sur la valeur absolue, mais en relatif. Mais les valeurs relatives des différentes classes d'actifs. Tout est cher, mais ce qu'il est un peu moins que l'autre. Voilà. Avec une autre référence, et après, je dis ce que ça donne concrètement, qui est que dans un environnement où ce qui fabrique la hausse des prix d'actifs, c'est la création monétaire, on donne de la monnaie aux agents économiques qui l'utilisent pour acheter des actifs, on peut montrer que normalement, les prix des actifs doivent à peu près suivre la croissance de l'offre de monnaie. Alors, quand vous faites ça, vous trouvez qu'il y a 2 classes d'actifs dans l'ensemble des classes. Et je regarde donc les actions, l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial, les obligations des entreprises en investment grade, en high yield, etc. Les matières premières, ça. Il y a 2 classes d'actifs qui sont très nettement en retard par rapport à cette... en retard. En retard. À nouveau, je ne peux raisonner qu'en termes relatifs. Les actions européennes. Moi, je suis incapable de dire si le Nasdaq est trop cher. Je pense que ça n'a pas de sens de dire le Nasdaq est trop cher. Par rapport à quoi, vu qu'il n'y a plus de référence puisque, à nouveau, la valeur fondamentale des actions technologiques, c'est plus l'infini. Je veux dire, alors, les résultats de ces boîtes croissent plus vite que les taux d'intérêt. Donc, je peux juste regarder le relatif. Donc, il y a 2 classes d'actifs qui sont en retard par rapport à l'ensemble. C'est les actions européennes et l'immobilier résidentiel européen. Ces 2 classes d'actifs sont en retard. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas cher, ça veut dire que c'est moins cher. Mais je ne sais pas si c'est cher ou pas cher. À nouveau, ça n'a pas de sens. Cher ou pas cher dans cet environnement n'a pas de sens. On peut juste dire en avance ou en retard sur la moyenne des actifs. Et donc, ce qui est en avance, clairement, c'est le Nasdaq, c'est-à-dire c'est la tech US, c'est l'immobilier résidentiel US, qui a fait plus 16% cette année. Et ce qui est en retard, c'est les actions européennes.
qui auront beaucoup moins monté que les actions américaines, qui sont très en retard sur l'offre de monnaie, même s'il y a eu un rattrapage depuis le mois de mars-avril 2021. Et c'est l'immobilier résidentiel européen qui n'a augmenté que de 3 à 4%, alors que l'immobilier résidentiel US a augmenté de 16. Et donc voilà, donc si vous faites uniquement de la valeur relative, alors il y a d'autres actifs, je n'ai pas le temps de faire, par exemple tout ce qui est vert est devenu extrêmement cher, extrêmement cher. Tout ce qui est logistique est devenu incroyablement cher, parce qu'évidemment, consommation en ligne, télétravail, etc. Donc ça, ces actifs-là sont chers. Donc il reste vraiment deux classes d'actifs qui sont en dessous du paquet des autres, qui sont l'immobilier résidentiel européen et les actions européennes. Parce que les taux sont bas, cette histoire de taux d'intérêt est plus bas que la croissance des bénéfices futurs, tout s'actualisé, qui tend vers l'infini, ça marche tant que les taux sont bas. Et alors un autre mot de précaution pour nos lecteurs avertis qui regardent... Internautes avertis. Internautes avertis qui regardent les primes de risque actions, ça n'a plus de sens non plus. La prime de risque action, il faudra que... Oui, parce que la prime de risque action, aujourd'hui, on l'a fait à l'envers. Donc on a les bénéfices futurs, le taux d'intérêt et la valeur des actions. Et donc, normalement, à nouveau, la valeur fondamentale, c'est l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une prime de risque. Donc, on augmente énormément le taux d'intérêt par cette prime de risque jusqu'à ce qu'on puisse refaire le calcul, en gros, de la somme actuelle. Mais ça n'a aucun sens. C'est un truc totalement mécanique, à l'envers. Donc, vous trouvez que la prime de risque action, elle est de 5,5% en Europe. Elle a été à un moment de presque 7%. Ça n'a aucune valeur informative. Ça vous dit juste que les taux d'intérêt sont très bas, quoi. Donc on est dans un monde très bizarre, à nouveau, où la valeur fondamentale d'un actif n'existe plus comme concept, quoi. C'est pour ça qu'un jour, il faudra en sortir, si on peut en sortir de cette période de taux aussi bas. Mais il faut vraiment comprendre qu'il y a deux régimes économiques très différents. Dans le jargon, celui qu'on appelle R plus petit que G, donc le taux d'intérêt plus petit que le taux de croissance, celui où on est aujourd'hui. R pour rate et G pour growth. R pour taux d'intérêt et G pour growth, pour croissance. Dans ce monde-là, à nouveau, on a le droit de s'endetter autant qu'il est possible de s'endetter pour acheter des actifs, puisque la croissance des revenus, plus que remboursera l'endettement. Et puis R plus grand que G, qui est le monde normal, on est sorti de ce monde normal en 2013-2014, où on peut calculer la somme actualisée des revenus futurs, quoi. Qu'est-ce qui se passe le jour où R devient plus gros, plus supérieur à G? Carnage, parce que, et d'abord, pareil sur les taux d'endettement. Dette sur revenu, quand les taux d'intérêt sont plus petits que la croissance des revenus, en faisant rien, le taux d'endettement diminue, puis quand le taux d'intérêt repasse au-dessus, en faisant rien, le taux d'endettement augmente. Donc c'est un changement radical de notre équilibre économique. On n'a pas le droit de sortir des taux bas. Ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais... Non, mais je crois qu'il faut vraiment comprendre, si vous voulez, que 90% de ce qui s'écrit sur les actions, par exemple, aujourd'hui, est complètement à côté de la plaque, parce que, et encore dans le monde ancien, quoi. Où on regarde les profits de l'entreprise. Mais on peut y revenir au monde ancien, le jour où l'inflation revient et le taux d'intérêt remonte. Il y a de la marge. Aux États-Unis, la croissance, c'est quoi la croissance nominale de long terme des États-Unis? 4,5. Le 10 ans, il est ce matin, en juillet-août, il est à 1,40. Il est 1,40. Alors certains jours, il est plus bas, certains jours, il est plus haut. Donc on est 300 points de base en dessous, quoi, de la croissance. Il y a de la marge. Donc on est très loin de retourner dans le régime d'avant. Allez, merci beaucoup Patrick. Bye.